Tout commence avec l'article Growing Yeast into Cylindrical Colonies du Biophysical Journal. L'expérience dont il est question dans l'article utilise une membrane filtrante ayant des pores suffisamment grands pour faire diffuser les nutriments, mais trop faibles pour que les levures puissent passer à travers, typiquement 22 micromètres. On peut alors limiter l'air à un disque de rayon typique 2 mm où les nutriments peuvent passer grâce à du PDMS. Cette membrane est alors déposée sur un gel d'agar. Ceci permet donc l'apport de nutriments aux levures seulement sur une petite zone, tout en empêchant qu'elles colonisent le gel d'agar. La croissance des levures crée une colonie cylindrique. Les levures, ce sont des champignons unicellulaires qui peuvent activer le processus de fermentation des matières organiques. C'est grâce à elles qu'on a la pâte à lever, les antibiotiques et la bière. La levure que les chercheurs ont utilisée et que l'on a adoptée par la suite pour tenter de reproduire l'étude est Saccharomyces cerevisiae. Elle est utilisée dans la levure de boulanger ou dans la bière. Mais c'est surtout un organisme modèle très important en biologie cellulaire et en génétique, car le génome de nombreuses souches a été séquencé. Après avoir rencontré un des chercheurs-auteurs de l'article, Pascal Hersen, ce dernier nous a offert 3 cultures des souches de levure utilisées dans leur article. Une vierge et 2 autres souches fluorescentes avec 2 marqueurs différents. Bien que les levures soient des organismes plutôt résistants, nous devions faire attention aux conditions de stérilité et nous avons dû déménager en salle de PSE bio pour éviter de contaminer trop rapidement nos cultures. D'ailleurs, malgré nos efforts pour être le plus stérile possible, nous avons eu quelques cultures, disons, surprenantes. En manque de matériel et les commandes n'étant pas arrivées, nous avons décidé de nous pencher sur un autre article, Multicellular Stalk-like Structures in Saccharomyces cerevisiae. Ce dernier s'intéresse à la formation de colonies cellulaires en forme de tige qui se forment à la surface d'un gel d'agar qui n'aurait pas été stérilisé correctement. Les chercheurs proposaient de reproduire cette formation en inoculant une plaque d'agar avec des bactéries ou des levures, puis de stériliser la surface de cette dernière aux UV. Ainsi, seules les levures contenues dans les pores de l'agar sont censées survivre et les contraintes de forme du pore donneront alors la structure de tige à la colonie. Nous avons pu tirer 2 choses de cet article. La première, que nous ne pourrions ni répéter leur expérience, ni stériliser notre matériel aux UV. En effet, nous n'avions pas l'autorisation d'utiliser la lampe à UV à disposition sous la hotte stérile, car nous risquions de contaminer cette dernière avec nos levures. Même en commandant une lampe UV, il nous a été impossible de stériliser correctement la surface de l'agar. Nous n'obtenions que des cultures homogènes sur sa surface. Cela peut sûrement fonctionner avec des lampes UV plus puissantes, mais nous n'avons pas pu nous en assurer. La seconde chose que nous avons tirée, c'est un début de compréhension de la croissance des structures cylindriques de ces colonies. En effet, si la forme cylindrique est ainsi maintenue pendant la croissance, plutôt que de former l'habituel dôme de cellules, on pourrait penser que les levures ne se multiplient qu'à l'interface avec l'agar, et donc que la diffusion des nutriments ne se fait que sur une distance très courte dans la colonie. Le matériel arrivé, nous pouvions essayer de reproduire l'expérience décrite dans l'article. Mais tout ça, c'est la théorie. En pratique, plusieurs problèmes sont rencontrés. Le premier, c'est le coût. Les membranes utilisées coûtent très cher et sont compliquées à préparer. Le deuxième réside dans la préparation de la couche de PDMS, qui ne doit être ni trop fine ni trop épaisse pour correctement transférer le motif. Le troisième problème réside dans la stérilité des membranes. En effet, les auteurs de l'article les stérilisaient aux UV, mais ceci nous est impossible. Il a donc fallu trouver une solution pour les stériliser efficacement. Le premier problème était simple à résoudre. Il suffisait de créer un protocole permettant de mouiller les membranes sans échec afin de ne pas les gâcher. Toutefois, cela s'est avéré bien plus compliqué qu'il n'y paraissait. Après de nombreux essais, transférer un motif présent sur un tampon simplement en y appliquant une couche de PDMS s'est révélé impossible. Le motif était déformé et la hauteur de la couche de PDMS était impossible à déterminer. En suivant le protocole de l'article, nous avons donc décidé de créer des tampons en plexiglas afin d'appliquer le PDMS à leur surface à l'aide d'un spin coater. Le transfert du motif était alors quasiment parfait et beaucoup plus répétable. Toutefois, nous n'avons pas accès facilement à un spin coater, nous avons donc fabriqué un spin coater artisanal à l'aide d'une centrifugeuse. On a remplacé le porte-tube par une pièce réalisée à l'atelier permettant de fixer fermement les tampons de plexiglas, et on l'a ensuite placé dans une enceinte d'intérieur recouvert d'aluminium afin d'éviter les projections. Ce spin coater de fortune nous a permis d'obtenir des couches de PDMS homogènes, les motifs étaient correctement transférés et nous ne gâchions plus de membrane. Ainsi, on a par là même résolu le deuxième problème. Le troisième problème fut plus compliqué à résoudre. En effet,
Les membranes ne sont pas stériles. Même en respectant au mieux des conditions aussi stériles que possible, nous avions toujours un risque de contamination de nos cultures. Une stérilisation à la lampe UV disponible sous la haute stérilée a été tentée, sans succès, sans doute dû à la trop faible intensité de la lampe. Finalement, nous avons décidé de faire baigner les membranes dans un bain d'éthanol avant de les rincer avec un liquide de pH neutre. Bien que subsistaient encore quelques ratés, c'était la méthode de stérilisation la plus efficace que nous avions à disposition. Ces problèmes résolus, on pensait enfin réussir à reproduire l'expérience décrite dans l'article. Sauf que non, toujours pas. Il s'avère que même en ayant respecté toutes les étapes du protocole, nous n'avons jamais réussi à obtenir à coup sûr une colonne cylindrique de levure. Les deux types d'échecs fréquemment rencontrés furent une contamination de la culture et un arrêt prématuré et non expliqué de la croissance des levures. Malgré ces échecs, nous avons tout de même réussi à obtenir quelques colonnes de levure à force d'en réaliser. Les auteurs de l'article étudient plusieurs caractéristiques des colonies cylindriques de levure. Principalement, la vitesse de croissance des colonies en fonction de leur rayon et de la quantité de glucose disponible dans l'agar, et l'absorption du glucose à l'interface entre la colonie et la membrane. Le problème dans notre cas, c'est que nous n'arrivions pas à obtenir assez de colonnes de levure pour s'intéresser à ces caractéristiques. Nous n'aurions eu qu'une seule mesure par rayon, ce qui rendrait l'étude inutile. L'étude de caractéristiques physiques, par exemple la détermination d'un module Young virtuel, a rapidement été écartée. En effet, une colonne de levure ayant la consistance du dentifrice, elle reste très fragile et n'est pas manipulable. C'est d'ailleurs cette même fragilité qui a rendu impossible la découpe d'une colonne au vibratome, dans le but d'observer l'orientation des levures. Pour découper des tissus au vibratome, ils sont d'abord fixés à l'aide de paraformaldéhyde, ce qui permet de les rigidifier. Les structures à découper sont ensuite gelées dans l'agar, et c'est justement cette étape que nous n'avons pas pu réaliser. Nos colonnes de levure se retrouvaient dissoutes dans l'agar liquide avant même d'être fixées. Finalement, au cours de ce PSE, nous n'avons pas réussi à mener une véritable étude des caractéristiques de ces colonnes cylindriques de levure. Nos nombreux essais nous ont permis d'établir un protocole et de créer les outils nécessaires à la culture de levure cylindrique, mais toutefois, ce protocole reste peu efficace, surtout si l'on tient compte du fait qu'une colonne pousse en 16 jours. Si l'étude était à refaire, peut-être aurions-nous privilégié la piste des tiges de levure en achetant une véritable lampe UV.